Et nous sommes en train de construire collectivement quelque chose, les uns dans un sens, les autres dans l'autre, dans un autre sens. Pour ramener cela à des choses concrètes, nous sommes en train de balancer entre, d'un côté, la conscience, le risque, à partir d'une situation totalement inédite dans l'histoire du monde, de reconstruire une conscience humaine et de reprendre possession du monde, du destin, de notre liberté, ou, de l'autre côté, face à la conscience, il y a l'appel de la sécurité, c'est-à-dire le besoin ou l'envie de se renfermer dans une coquille, de faire ce qu'on nous dit, parce qu'on a confiance dans les autorités, même si elles nous mènent nulle part, et que nous avons aussi, quelque part dans notre cervelet, l'arrière-pensée que tout cela est absurde. Mais en attendant, il est peut-être plus confortable, moins dangereux, de faire comme si, d'accepter le rituel qui est imposé. Ça fait partie de la réflexion à laquelle je me suis livré cette semaine dans l'Antipresse, dans mon article, inspiré par ma visite du palais de Knossos, qui a 4000 ans, et qui est le vestige et aussi le témoignage d'une civilisation en apparence heureuse, d'une civilisation techniquement hautement évoluée, d'une civilisation qui n'avait même pas connu la guerre et qui a pourtant vécu pendant des siècles dans cette île de Crète, et qui, d'un autre côté, est une civilisation où il n'y a pas d'humain. Il y a un pouvoir divinisé, il y a une termitière sociale, il y a une population manifestement à la disposition de ce pouvoir, un peu comme dans l'Égypte ancienne ou dans Sumer, en Mésopotamie. Il y a ce qu'on appelle, ce que l'historien marxiste Karl Wittfogel appelait le despotisme oriental. Ça ressemble à mon nom de famille, j'y peux rien. Mais le despotisme oriental, ce sont ces systèmes qui préexistaient à l'irruption de la conscience et de la liberté qui nous est venue avec la Grèce antique. Laquelle Grèce a constitué, a fabriqué, avec l'intermédiaire de Rome, puis de Byzance, puis de l'Europe médiévale, et puis des temps modernes, qui a fabriqué tout le système social et économique et spirituel dans lequel nous avons été pendant des siècles éduqués, et qui est un système basé sur le libre arbitre, la liberté et la conscience individuelle des êtres humains. Et ça, c'est peut-être ce qui, du fait à la fois de la technologie, de la concentration des pouvoirs financiers, industriels, technologiques, est en train de nous filer entre les doigts. C'est un peu ma thèse depuis le début de cette crise, c'est que le coronavirus n'est que l'autre nom, ou le prétexte utilisé par un coup d'État technologique. Or, il se trouve que cette semaine, j'ai reçu par la poste un livre de la 25e heure de Virgil Gheorghiu, qui était un écrivain et prêtre orthodoxe roumain, qui, dans ce livre, la 25e heure, a vu encore plus loin que le collectivisme communiste, qu'il condamne. Mais il a vu que même le communisme n'était qu'une fraction importante, mais une fraction d'un phénomène beaucoup plus vaste qui guette l'humanité, qui est la révolution technologique. Regardez ce qu'il écrit. Je vous rappelle que ceci, ou si vous ne le savez pas, est l'édition originale de 1949 de la traduction française de ce roman, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et juste après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il nous écrit, Virgil Gheorghiu? À ces moments très sombres de l'histoire, l'homme était ignoré et le sacrifice humain était pratiqué par barbarie. Mais nous venions de vaincre la barbarie et nous commencions à apprécier l'être humain. Nous en étions au début et nous devions continuer à apprendre. Mais l'apparition de la société technique a détruit ce que nous avions gagné et créé durant des siècles de culture. La société technique a réintroduit le mépris de l'être humain. L'homme est réduit à sa seule dimension sociale. L'homme se trouvera enchaîné par la société technique durant de longues années, mais il ne périra pas dans ses chaînes.
La société technique peut créer du confort, donc le confort c'est l'obéissance, en l'occurrence. Mais elle ne peut pas créer de l'esprit. Et sans esprit, il n'y a pas de génie. Une société dépourvue d'hommes de génie est vouée à la disparition. La société technique qui prend la place de la société occidentale et qui va conquérir toute la surface de la Terre périra elle aussi. Nous sommes en 1949. Du moment où l'homme, et je finis par cette phrase, du moment où l'homme a été réduit à la seule dimension de sa valeur technico-sociale, il peut lui arriver n'importe quoi. Il peut être arrêté et envoyé aux travaux forcés. Il peut être exterminé, obligé à effectuer, qui sait, n'importe quel travail. Pensez à l'ubérisation, qui est en train de devenir la forme prédominante d'organisation de la société, enfin de la société laborieuse, pas de la société d'en haut. La société technique travaille exclusivement d'après des lois techniques, en maniant seulement des abstractions, des plans et ayant une seule morale, la production. Quand Virgile Gheorghiu dit que la société technique ne manipule que des abstractions et des plans, regardez comment nous en sommes arrivés à être verrouillés aujourd'hui. Par des abstractions et des plans. Vous vous souvenez, en Europe, la panique a commencé à partir d'une étude de l'Imperial College de Neil Ferguson, une modélisation mathématique faite par quelqu'un qui n'a rien à voir avec la médecine et qui a convaincu des gouvernements. Les gouvernements sont eux-mêmes constitués ou conseillés par des technocrates et ne peuvent pas raisonner autrement qu'en tant que machine technocratique. Donc on met les médecins pratiquement au rebut, les médecins de ville, les médecins de famille. On ne regarde que des courbes d'évolution probables, qui d'ailleurs se sont toutes avérées fausses. On refait de nouvelles courbes pour une deuxième vague de la même illusion. Simplement, au début, c'était vraiment une épidémie, une grosse grippe, et aujourd'hui, c'est à des dizaines de fois moins intense. Et on continue d'y croire ou de s'en persuader parce qu'on ne peut pas faire autrement.